sommes mercredi 7 août 2022. Madame, Messieurs, merci de suivre votre magazine Kiosque sur la 96.8 FM, la Radio Liberté et Kinshasa. Alors tout d'abord, les titres des journaux parus ce mercredi en République démocratique du Congo. Les vrais modérateurs attitrés, 16 chefs d'État à Kinshasa, Tshisekedi active l'axe de la SADC. Congo nouveau revient à la charge, 42e sommet de la SADC. Sama Lukonde reçoit les hôtes de marque dont Cyril Ramaphosa. Toujours à sa une, Congo nouveau ami, enjeu politique, Fachi perd Kenyatta son premier soutien. Et d'un autre côté, il écrit encore Kenya RDC, le jour où William Ruto avait choqué le Congolais. Autre journal, c'est le quotidien Le Journal. À la veille du remaniement ministériel qui fait couler encre et salive, la tête de la ministre du Travail mise à prix. Le journal est également revenu sur le 42e sommet de la SADC en titrant un véritable ballet diplomatique. Dans un autre registre, il parle d'examen d'État 2022, la publication des résultats attendus d'ici la fin de la semaine en cours. Écho, le bi-hebdomadaire Écho du Sud, écrit dysfonctionnement et prédation à l'hôtel de ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, cloué au pilori. Voilà, ce sont là les titres de journaux que nous avons reçus ce matin dans ce studio de la Radio Liberté Kinshasa pour votre magazine Kiosque. Nous avons 3 invités. Il y a Mike Gardidiana, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Et à côté de Marc Gardidiana, il y a Isaac Ngwenza. Bonjour Isaac. Bonjour Gisèle, bonjour aussi aux auditeurs. Voilà, et il y a une fille aujourd'hui, une dame, Christella Kiakuba. Bonjour Christella. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation et aussi bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Liberté Kinshasa. D'ailleurs, c'est la première radio où j'ai travaillé quand je m'étais lancée dans la profession, en dehors de Radio 50, où j'étais avec monsieur Gardidiana. Voilà. Ce sont là nos invités. Vous aurez donc des analyses pertinentes avec ces 3 invités. Madame, Monsieur, l'actualité en République démocratique du Congo, je le disais tout à l'heure, sur le 42e sommet de la SADC qui se tient du 17 au 18 août 2022 à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi va prendre la tête, la présidence de la SADC. Il y aura donc passation du bâton de commandement entre lui et le président de la Mozambique, c'est ça? Il est président de la Mozambique. Félix Tshisekedi va donc prendre le bâton des commandements. Un autre titre, c'est la liberté provisoire accordée à François Béat. François Béat, pour des raisons de santé, l'ancien conseiller à la sécurité du chef de l'État, détenu 6 mois durant à la prison centrale de Makala, notamment pour complot contre le chef de l'État, a obtenu la liberté provisoire. Nous allons aussi revenir sur l'entrée des troupes burundaises en République démocratique du Congo. L'entrée des troupes burundaises en République démocratique du Congo pour traquer les rebelles qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. C'est donc dans le cadre de la mutualisation des forces des armées de la CEAC. Voilà, nous commençons avec le 42e sommet. Félix Tshisekedi va prendre le bâton de commandement. Il y aura passation de pouvoir, une petite correction, entre le Malawi et la République démocratique du Congo. Marc Gardidiana, 42e sommet qui se tient à Kinshasa. Félix Tshisekedi va encore une fois de plus prendre la tête de cette organisation après l'Union africaine, après la CEAC. Quel est votre commentaire? Merci pour la question. Je crois que sur le plan protocolaire, sur le plan ouverture diplomatique, on peut que s'en réjouir. Ça veut dire que la RDC reprend une place de choix, surtout pour un État qui a encore un grand travail à faire sur l'espace international. Et j'espère qu'on prend conscience des enjeux et de la place qu'on nous offre en cet instant, qui pour moi est une opportunité.
Je ne vois pas quel commentaire faire de cela, nonobstant le fait que ce sont des ouvertures diplomatiques qui nous permettent à nous de prendre un peu plus de place, continuer à plaider notre cas, parce que nous sommes dans un cas assez délicat, notamment avec les questions sécuritaires de l'Est. Et au-delà de ça aussi, pour des dynamiques économiques, c'est une occasion pour nous de pouvoir prêcher pour notre propre chapelle. J'espère encore une fois de plus que cela est pris en compte. Cependant, dans le fond, dans le contexte, je ne vois pas pourquoi ces sujets-là fera l'objet d'un grand débat. Je sais que la plupart des gens qui évoquent cette question estiment est-ce qu'aujourd'hui le fait d'avoir autant de défis à relever en interne peut permettre au chef de l'État d'ébriguer encore de mandats dans les dynamiques sous-régionales. La question est en quoi cela empêcherait. Il ne faudra pas oublier que dans son statut de garant de bon fonctionnement des institutions, dans son statut de chef de l'État, il y a eu une transversalité dans son action. Au-delà de la dynamique interne, il y a la dynamique externe. Il y a ce qu'on appelle la politique externe, qui est un élément de taille, qui fait partie justement de son pouvoir discrétionnaire. Donc à ce stade ici, prendre un peu plus de place pour pouvoir plaider les cas de la RDC, pour moi c'est une opportunité, c'est de l'aubaine à ce stade ici. Malheureusement, le Congolais, on aime les débats de paillasson, on aime fuir l'essentiel pour aller discuter sur des choses, à mon humble avis, qui n'ont pas lieu d'être. Je fais que constater, mais dans le fond, je crois que tout ce que nous on peut faire, c'est mettre la pression sur le chef de l'État et l'équipe qui va l'accompagner. Voilà, débat des paillassons, comme vous les qualifiez, mais tout de même, on doit penser à réfléchir sur l'apport ou ce que vous avez dit, plaider notre cause. Est-ce que réellement le chef de l'État a plaidé la cause de la République démocratique du Congo lorsqu'il était à la tête des autres institutions que nous avons citées, la Union africaine et CEAC? Je crois que l'Union africaine, il est encore. Quand vous ajoutez cela, la question c'est que, quand vous me posez la question de savoir est-ce que le chef de l'État plaide sur le cas de la RDC, mais enfin, quelle réponse? Oui, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise maintenant? Parce que je sais, à mon humble avis, je ne suis pas dans le secret de Polichinelle, mais je crois, c'est ce que je dis dans mon propos, je crois que le chef de l'État fait œuvre utile de sa présence à la tête de ces organisations. Les résultats, on le verra à la fin. On aura le temps de juger. Je ne suis pas de ceux qui qualifient les infractions avant le actes. Mais il y a déjà eu une fin. Il y a eu une fin de la CAC, il y a eu une fin de l'Union africaine. Quand vous parlez de la CAC, là vous m'emmenez dans autre chose. Si vous parlez de la CAC, j'ai un autre avis sur cette organisation. J'estime que c'est une organisation de trop au niveau sous-régional. Ça, c'est mon point de vue. Mais restons sur l'Union africaine, sur la SADC. Vous voulez que je vous en parle? La SADC nous a plus d'une fois assisté sur des questions d'ordre sécuritaire. Il ne faudra pas oublier, Moussé Laurent Désiré Kabila a pu compter sur la SADC pour pouvoir arriver au bout de ses ennemis qui envahissaient la République. Donc ça veut dire que sur les approches sécuritaires, c'est une organisation qui a déjà produit de fruits. Et j'estime qu'aujourd'hui, au regard du contexte congolais, on a de quoi se tourner vers cette organisation. Et quoi de plus normal, quand on occupe la tête, que nous puissions faire œuvre utile, faire entendre notre voix encore plus haut. Sur l'Union africaine, bon, je crois que ça, c'est une politique générale, en interne, la dynamique. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, qu'on a quand même pu bénéficier d'une manière ou d'une autre, soit peut-être pas avoir d'autres États à dos, mais pour des raisons de discrétion, certains ont préféré s'abstenir, rien que par la posture qu'on a aujourd'hui. Mais je sens que c'est vrai, il y a beaucoup d'hypocrisie, mais quitte au chef de l'État de pouvoir profiter. À ce stade ici, si vous voulez qu'on établisse le bilan, je n'ai pas un résultat à établir. Mais ce que je veux, c'est qu'on ne s'attaque pas à la forme de la chose, mais qu'on attende le fond. Le fond, c'est quoi? Attendons voir ce que ça va produire, attendons voir ce que ça va donner comme résultat. Mais pour l'instant, si on veut s'attaquer à la forme, c'est comme je dis, on va dans le paillasson et ça nous aidera. Alors Isaac, vous êtes de cet avis-là qu'il faut attendre, il ne faut pas réfléchir sur ce que les autres institutions ont apporté à la République démocratique du Congo lorsque son chef était à la tête? Bon, en fait, j'ai une opinion un peu insolite là-dessus par rapport à la prise de la présidence de la SADC par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je ne vois pas ce que sa présidence pourrait apporter de plus dans les conflits qu'on a dans les Grands Lacs, pour la simple raison qu'avant lui, il y avait d'autres présidents de la même structure, mais il n'y a toujours rien. Ce qui est important, c'est que les auditeurs doivent comprendre. Lorsqu'on prend la tête d'une structure régionale telle que la SADC ou encore l'Union africaine, on doit d'abord savoir le rôle ou les attributions du président de la SADC ou encore de l'Union africaine. Parce que lorsque le chef de l'État a accédé au mois de février 2021,
comme président de l'Union africaine. On attendait les gens dire bon, on va voir s'il va envoyer une force de l'Union africaine pour mettre fin à la guerre de l'Est et tout là. Et je devais passer à la télévision nationale pour expliquer d'abord le rôle du président de l'Union africaine ou ses attributions. Quand les gens pourront comprendre que le rôle du président de l'Union africaine est de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance d'abord, et des deux, s'assurer qu'il n'y a pas de prise de pouvoir dans le continent par des coups d'État ou de voies anticonstitutionnelles. Mais quand le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé à la tête de l'Union africaine, il s'est fixé un certain nombre d'objectifs à atteindre, tels que œuvrer pour la restitution des œuvres d'art africains emportées de l'Europe. Ça a été atteint. Ça a été atteint. Donc, si on peut juger le président Félix Tshisekedi en qualité de président de l'Union africaine, il a été excellent. Il n'a jamais soutenu un coup d'État en Afrique. Et la promesse qu'il a faite d'appuyer la culture, il a atteint ça. Mais quand je disais au départ que mon opinion peut paraître insolite, c'est-à-dire, à mon avis, ce n'est pas le président de la RDC qui devait prendre la tête des structures régionales au moment où il a des problèmes sérieux chez lui. Mais ce serait le moment de hausser le ton. Attendez. Non, attendez. Vous ne pensez pas qu'en étant président, que vous allez hausser les tons. Non. Regardez. Quand il était présenter le problème. Attendez, quand il était président de l'Union africaine pendant tout un an là, vous avez vu une force de l'Union africaine venir à l'Est. D'abord, il faut savoir que l'Union africaine, d'abord avant d'arriver à la SADC, fonctionne avec l'aide de l'Union européenne, 20 milliards d'euros par an. Donc la main qui donne, c'est la main qui dirige. Donc sinon, on pouvait avoir une force de l'Union africaine descendre à l'Est, se mettre fin à la guerre. Ça pourrait être la même chose avec la SADC. C'est facile de dire, voilà, depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi est à la tête de notre pays, il défend valablement le pays au niveau de l'ONU, au niveau de toutes les structures. Mais la vérité, je le dis... Mais l'impact, c'est ce que le Congolais lambda voudrait voir. Malheureusement, je pourrais choquer les Congolais. Ça, c'est mon point de vue après 14 ans d'enquête sur les conflits armés à l'Est. De 2005 en 2018, j'ai effectué plusieurs voyages à l'Est, là où il y a des guerres, des groupes armés. J'ai été à Beni, j'ai été à Rutshuru, j'ai été à Bunagana, j'ai été à Masisi, j'ai été à Nyabiondo, partout où il y a des conflits armés, même à Tanganyika. Pendant 14 ans, j'ai voyagé sans frais avec les adjoints de la MONUSCO. Donc j'ai une idée claire de la guerre de l'Est et j'ai une autre perception et les vrais enjeux de la guerre. Ça veut dire quoi? Notre pays, c'est que les Congolais doivent savoir, c'est un pays qui est sous un complot international. Tant qu'on ne sait pas ça, c'est comme on est en face d'un serpent et on le tue en désordre. On est en train de frapper, on veut le tuer. Mais non, pour tuer un serpent, il faut repérer d'abord la tête. On tue un serpent en détruisant sa tête. La tête du serpent, telle qu'elle n'est pas détruite, on peut tout faire. Moi, je peux aller plus loin. Je peux anticiper une autre question importante que vous avez soulevée, l'appel de l'armée burundaise. Madame, ça c'est un autre sujet. Un autre sujet. Je vais arriver. Donc je veux dire, à mon avis, que le président Félix Tshisekedi accède à la tête de la SADC, je ne pense pas que le fait qu'il soit président, ça pourra changer les choses. Parce qu'il a été président de l'Union africaine, il n'y avait rien. Si ça dépend que de lui, ou c'était que la SADC était son pays, il peut donner des ordres, là c'est autre chose. Mais pour envoyer une force de la SADC à l'Est, qui va payer ce pays? Tout ça la compte. D'où viendra l'argent? Donc ça ne sert à rien, vous voulez dire? Je dis ceci, ce n'est pas une solution. Donc ne pensez pas que Tshisekedi, accédant à la SADC, ça pourra changer les choses à l'Est. Je suis désolé. Alors, quelle est la solution avant de donner la parole à Christella Kiakuba, oui? La solution, c'est en fait, la solution pour une paix durable à l'Est, ce n'est même pas militaire. Pour le moment, ce n'est même pas diplomatique. Ça, c'est encore choqué les Congolais. Pendant plus de 23 ans,
On a essayé avec des voies diplomatiques, ça n'a pas marché. Voie militaire, ça n'a pas marché. Il faut penser à une autre voie. Laquelle? Bon, ça, je ne peux pas le dire à la radio. Non, mais quand vous rejetez toutes les voies, alors il faut en proposer une autre. C'est justement aussi l'objectif de cette émission. À part le fait d'être journaliste, analyste politique et tout là, j'ai mes convictions religieuses, personnelles. Oh, il faut aller à la spiritualité. Non, pas spiritualité. Mes convictions religieuses ne me permettent pas d'étaler les erreurs de mon père à la place publique. Pendant les 18 ans de règne de Joseph Kabila, je ne suis jamais passé à une chaîne de télévision ou à une radio pour montrer ces erreurs. Ce que je fais, je prends ma plume, j'écris ou j'adresse une correspondance avec enveloppe fermée, j'envoie à qui des doigts. Parce que je ne peux pas. En fait, je ne pense plus écrire parce que j'ai eu à adresser une correspondance au chef de l'État au mois de janvier, le 22 janvier 2021. Il n'a jamais reçu. Je n'ai jamais eu de... Est-ce que c'est arrivé? J'ai l'accusé de réception de ma correspondance. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. Imaginez-vous, madame, 23 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je reviens à vous, Christella Kiakouba, dans ces organisations SADC et autres, il y a les pays membres, ce sont des pays aussi qui sont accusés d'agresser la République démocratique du Congo. Et c'est pas là une occasion pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, profiter de cette occasion pour hausser les tons, pour leur dire ouvertement, parce qu'ils sont présents dans ces organisations. Moi, je pense que pour cette question, je vais revenir à la question de départ. La question de départ, c'était sur... notre présidence à la SADC, en fait, justement parce que ces assises ont pour objectif la prise de pouvoir de la RDC. Et je vais déjà rappeler, parce que j'ai entendu M. Gardidiana parler de la visibilité de la RDC, c'est une visibilité des plus, mais M. Gardidiana a oublié de dire que c'est la présidence tournante. C'est pas que la RDC a été élue ou choisie par les autres, mais c'est à tour de rôle. Toutes ces organisations-là. C'était juste un rappel. C'était juste un rappel parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ont besoin d'avoir la bonne information. Ce n'était pas un combat, ce n'est pas une élection où les autres ont choisi que ça soit la RDC comme présidente de la SADC, mais c'est à tour de rôle. C'est à tour de rôle. Également, il y a ce que moi je pourrais dire. Je vais aller d'une manière très méthodique. Et je vais poser des questions. La première question, c'est combien de présidents, combien de chefs d'État, parce que la SADC est composée de 17 pays membres, si je ne me trompe pas. La SADC est composée de 17 pays membres, si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais que c'est 17 pays membres. Ils sont combien à Kinshasa? Ce sont de petits signes qui deviennent par après des grands signes. Nous l'avons vu lors de la prise du pouvoir de notre président à l'Union africaine, où il y a eu, je ne sais pas, on parlait de la Covid, mais nous avons vu le même président qui ont donné les raisons de la Covid sont partis assister à une réunion ordinaire au Congo-Brazza. Ils ont laissé notre président avec quelques chefs d'État pour sa prise de pouvoir à l'Union africaine. Et par après, nous avons vu ce qui s'est passé par après. Et deuxièmement, je vais me concentrer sur l'objectif, en fait. L'objectif, ou soit carrément le thème de la prise de ces pouvoirs par la République démocratique du Congo. On parle de promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement des minéraux et de chaînes de valeur régionales pour une croissance économique et résiliente. Je me pose la question, est-ce que la RDC, aujourd'hui la RDC peut prétendre aller chercher tout ceci alors que la RDC a un problème majeur, a un problème qui ne permet pas aux vraies firmes de venir s'installer en RDC. La RDC a un problème sécuritaire. Qui est cet investisseur qui peut prendre le risque d'investir dans un pays où la sécurité pose problème? Il ne faut pas tout arrêter, mais je me pose la question, qui est cette firme sérieuse qui viendra investir dans un pays où la sécurité pose déjà problème? Madame, je veux vous rappeler que l'argent n'aime pas le bruit.
Personne. Est-ce qu'il faudrait qu'on parle de l'industrialisation? Je ne veux même pas aller là-bas, parce que c'est un sérieux problème. Parce que notre économie qui constitue aujourd'hui, qui est parmi les éléments de la politique extérieure d'un État, comme M. Gardi Diana l'a rappelé ici, est en dessous de la moyenne, madame. Je ne parlerai pas de l'économie, je ne parlerai pas de l'industrialisation. Sur ces thèmes, je parlerai d'abord du problème sécuritaire. Il fallait changer des thèmes. Il ne fallait pas changer les thèmes, mais je pense que, comme M. Isaac l'a dit, la RDC, c'est vrai que ce sont de conventions que nous signons et nous devons les respecter une fois que nous ratifions une convention. Mais je pense que la RDC, comme on ne doit pas beaucoup attendre de notre président sur ça. Et je poserai encore la question après l'Union africaine, après le CEA. CEA, c'est une histoire comme ça. Et maintenant, c'est la SADC. Pour que gagne la RDC en réalité? Moi, je dirais que ce sont des dépenses de plus, parce que nous allons dépenser. J'ai été devant l'affiche du comité qui va s'occuper de la sécurité de ces assises. J'ai vu ce qui est sorti du trésor public pour le compte de la RDC. Est-ce que la RDC aujourd'hui des dépenses de trop, vous voulez dire? Est-ce que la RDC aujourd'hui a besoin de dépenser des trop pour des questions des institutions régionales ou sous-régionales? Est-ce que la RDC a besoin... Mais c'est une présidente tournante, comme tu as dit tout à l'heure. Est-ce qu'il faudrait-il refuser quand c'est votre tour? Je n'ai pas dit je n'ai pas refusé que la RDC puisse accepter, parce que quand on ratifie déjà une convention, quand on accepte d'adhérer dans une organisation, c'est simple. On doit se soumettre normalement. Là, nous parlons du droit international. Il faut se soumettre. Et nous savons tous que le droit international, c'est un instrument que le grande puissance utilise pour le petite puissance. Nous le savons. Nous n'avons pas la capacité aujourd'hui, avec les rapports de force qui ne sont pas en notre faveur, de dire non. Ça, nous le savons. Mais je me pose la question. Permettez-moi quand même de se poser une question. Qu'est-ce que la RDC a gagné avec l'Union africaine? Qu'est-ce que la RDC a gagné? Gagne parce que nous continuons à être dans ça, le CEAAC. Qu'est-ce que la RDC va gagner avec le SADC? Nous savons tous qu'en 2013, justement, comme M. Gardidiané a parlé de les interventions militaires pour le compte de la SADC, qu'en 2013, pour gagner, pour se défaire du M23, entre autres, nous avons été bénéficiaires de la force de la SADC, force militaire de la SADC. Mais aujourd'hui, nous ne pourrons plus. Ça fera de trop. Ça fera de trop. Nous avons déjà le CAC, la force régionale. Nous avons vu encore hier, l'armée burundaise qui est entrée. Moi, je me suis même posé la question. Ça, c'est encore quelle partie? Parce que nous savons tous que l'armée burundaise est en RDC depuis l'année passée. On se pose des questions. Qu'allons-nous gagner? C'est ça le vrai problème, parce que nous avons besoin que notre président soit représenté, notre RDC soit représenté dans le concert des nations. Mais la bonne question qu'il faudrait qu'on se pose, qu'est-ce que nous amenons sur la table des négociations quand on parle des concerts des nations? Merci, la présence, c'est autre chose. C'est que nous déposons sur la table des négociations tient directement compte et directement lié à notre force, à nos rapports de force, tout en sachant que le rapport de force aujourd'hui ne sont pas en notre faveur. Ce sont des organisations des trop, ce sont des dépenses des trop, alors qu'aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur le moyen logistique et matériel de notre armée. Alors, à la lumière de ce que Mme Christella Kakouba vient de dire, je reviens à vous, Marc Gardi Diana. Elle parle de la présidente tournante et que c'est à tour de rôle, hein, voilà. Est-ce que ce ne serait pas aussi l'occasion pour le président, qui sera à son tour de marquer son temps, et surtout qu'il y a des problèmes sécuritaires qui ont longtemps duré en République démocratique du Congo, qu'au moins dans l'histoire, qu'on puisse dire que voilà, à l'époque de Félix Tshisekedi, quand il était à la tête de telle institution, il avait quand même tapé la main sur la table et la solution a été trouvée. Merci pour la question. Je crois que la question de la présidence tournante, ça c'est parmi les éléments le plus connus de Congolais.
C'est-à-dire qu'on ne va pas par élection. C'est-à-dire qu'on est au temps des nations, c'est-à-dire que c'est selon un calendrier établi où la présidence s'est faite de manière sporadique. Je ne pense pas que le Congolais ne le savent pas, ils le savent tous. Quand je parle de visibilité, je vais vous apporter un élément de précision. Je vais faire une brèche ici, qui aussi n'est pas un élément de grande information parce que le Congolais le savent, c'est que ce qui se passe à l'Est, ce qui est jusqu'à aujourd'hui dans sa forme, une guerre par procuration, parce que les vrais acteurs derrière ne combattent pas. Même si un autre centre du pouvoir comme le Rwanda finit par être visible sur cette question-là, c'est une guerre qui, au-delà de la solution belliqueuse, est une guerre d'abord stratégique. Ça, je l'ai dit régulièrement depuis maintenant 8 ans. La guerre de l'Est est une guerre stratégique. Est une guerre qui naît d'une volonté d'avoir la mainmise sur la réalité économique congolaise avec plusieurs autres questions. Mais je pose maintenant une question. Quand vous dites ça ne nous sert à rien d'être visible sur le marché, sur le chiquier international, une guerre stratégique, si vous n'êtes pas présent, si vous n'avez pas de la voix, comment vous allez faire évoluer les choses? La finalité, s'il vous plaît, ne me ramenez pas dans ce que je dis. Je vous ai dit ici, je préférais qu'on discute sur les questions de fond, pas sur des questions de forme, parce que c'est un débat de paillasson, je l'avais dit et je le répète. Si vous voulez qu'on allons dans les fonds. Non, avant d'aller dans le fond, je vais corriger ce que j'ai entendu. On ne peut pas prétendre, c'est paradoxal, que c'est une guerre stratégique qui est née d'un complot international et croire que être présent, avoir une voix qui peut porter, ne servirait à rien. C'est paradoxal, c'est contradictoire, c'est contre ses propres convictions. Maintenant, quand vous posez la question, c'est que à quel niveau la responsabilité au niveau de la SADC peut être une visibilité pour nous? Mais, madame, quand vous parlez de rapport de force, est-ce que vous savez qu'en qualité de président de la SADC, il y a des brèches des salons diplomatiques qui sont plus ouverts que d'habitude? Vous savez qu'aujourd'hui, on peut parler au nom d'une dynamique. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un espace où on peut, déjà en interne, convaincre et amener avec nous une autre dynamique, qu'est la SADC. Ne discutons pas sur les questions de droit international, s'il vous plaît. Hein? Ne discutons pas sur ces questions-là. C'est une science qui existe avec des éléments. Et aujourd'hui, ne donnons pas l'impression aux gens de dire des choses alors qu'on s'est contredit soi-même. De ce côté de la forme, c'est pourquoi je ne voulais pas qu'on parle de la forme. Rentrons dans le fond. Le fond, c'est quoi? C'est juste l'offre que la RDC emmène. C'est là où nous, on doit débattre. On ne doit pas débattre sur le fait que, est-ce qu'on est là, à quoi ça nous a apporté. C'est aussi heureusement, pour éclairer la population, hein, les Congolais. Déjà, je vais vous dire la vérité. En tant que professionnel de médias, je vous dis que cette émission, cette thématique, n'est pas une thématique à grand public. Il faudra qu'on se mette ça dans la tête. Les Congolais lambda, de par la forme de cette émission, de par la forme de cette thématique, beaucoup, je dis bien, beaucoup ne vont pas le maîtriser. Alors prenons le soin de dire les choses bien à ces publics qui nous écoutent et qui nous comprennent. Et c'est comme ça que par relais, eux pourront donner l'information convenablement, ou si vous voulez organiser un autre plateau de grande masse, là on pourra parler à des langages très simples et calmes. Mais des fois on est interpellé dans la rue par ces petits peuples-là. Il ne faut pas confondre. Les petits peuples ne veut pas dire que des gens qui n'ont pas étudié. Ça c'est malheureusement. Les gens confondent la notion de la pauvreté des gens et les bagages intellectuels des gens. C'est une nuance à faire aussi. Je voulais qu'on reste dans la thématique. Nous discutons sur les questions de forme. Quelle offre la RDC apporte? Sur la question de forme, vous allez vous embrouiller et vous allez vous perdre pour rien. Au regard du contexte de la guerre de l'Est, on a besoin plus des instruments diplomatiques pour pouvoir cette fois-là aller faire un lobbying important et faire évoluer le rapport de force. Parce que ce rapport de force-là n'est pas militaire. Le Rwanda aujourd'hui a joué un rôle dans la guerre de l'Est. Le Rwanda n'a pas fait valoir ses dispositifs militaires. Le Rwanda s'est juste constitué, si vous voulez qu'on parle de langage simple, un simple commissionnaire, État commissionnaire, par qui transitent et passent les intérêts de grandes puissances. La question, c'est qu'aujourd'hui, c'est à nous d'apporter une offre pour dire, au lieu de pouvoir nous torpiller par nos voisins, puisque les enjeux sont économiques, comment on rediscuter autour d'une table et voir garantir les intérêts des uns et des autres. Ça, ce sont des questions, des discussions. Je vais vous aller plus loin pour révéler un autre élément. Pourquoi cette guerre-là est comme ça? Si vous allez dans les assises d'Amsterdam, 1898, si j'ai bonne mémoire, il a été clairement défini que la RDC sur l'échiquier international est considérée comme étant la réserve mondiale.
Aujourd'hui, dans l'économie qui va arriver dans les jours à venir, avec les matières qu'on régorge, la RDC a presque plus de 70% de matières qui vont faire l'économie de demain, l'économie numérique et autres. Et ces grandes puissances-là ne voudront pas vous donner un statut assez particulier pour venir négocier de vous en égal à égal. On vous maintient au sol pour pouvoir continuer à en profiter de manière détournée comme d'habitude. Donc vous voulez dire que la guerre là serait interminable? La guerre n'est pas interminable. La guerre n'est pas interminable. Nous traînons encore parce qu'on n'avait pas encore compris les vrais enjeux. Il y a deux gens qui le connaissent. Dans ces pays, il y a beaucoup d'intelligence qui le savent. Mais le problème est justement là. Les contraintes politiques et cette vision étronquée que nous on a de cette question de la guerre de l'Est. Je suis d'accord avec ce que mon co-débatteur a dit ici. C'est une bataille qui n'est pas une bataille. Sur le plan belliqueux, ce sont des petites victoires d'étape. La grande bataille n'est pas là-bas. La grande bataille, quand il dit c'est pas diplomatique, je ne sais pas c'est quoi. Elle est diplomatique. Parce qu'on est dans un rapport entre États, c'est une question d'intérêt. Je vous ai expliqué ici que l'enjeu de demain, la RDC risque de rater la plus grande révolution de son histoire, avec les matières stratégiques qu'elle a, si jamais elle ne sait pas se mettre dans une très bonne posture, c'est là pour éviter que cette économie reste dans le cadre de l'économie de la guerre. C'est-à-dire les gens passent par les armes pour venir prendre ce qui est sur son sol et partir avec. Donc à ces stades ici, ne disons pas une chose et son contraire. On a besoin de l'approche diplomatique. Regardez, je vais encore plus bas. Regardez dans le contexte, dans le rapport qu'on a avec le Rwanda. Vous avez suivi Blinken. Écoutez ce que Blinken dit, je vous le dis, c'est exactement les éléments de langage du lobby rwandais sur l'échiquier international. Il dit non, vous nous accusez de pouvoir soutenir le M23, mais la RDC également soutient le FDLR qui viennent torpiller chez nous. Citez-moi une fois, le FDLR sont allés faire des massacres au Rwanda. Il n'y en a pas. Il y a de Congolais de manière isolée pour des raisons mercantiles qui sont dans le groupe armé. Mais il ne faudra pas, dans la nuance, dans l'approche étatique, responsabiliser l'État congolais. Ça, c'est la nuance. Le Rwanda, en tant qu'État, soutient le M23. Mais la RDC, en tant qu'État, ne soutient pas le FDLR. Or, cette nuance-là, on fait ça pour nous mettre sur un même pied d'égalité et nous rejeter dos à dos pour dire que nous également, on a une responsabilité. Laquelle? Ça, c'est justement le jeu de lobby. À ce stade ici, si nous continuons à croire que c'est rien, comme toujours on croit que c'est des éléments anodins, on ne fera rien, on continue à perdre du terrain. Or, nous, on a besoin de renverser ces rapports de force-là pour que finalement, nous puissions limiter le dégât. Qu'au-delà des intérêts que les autres portent sur nous, au-delà de ce regard qui font de nous une réserve stratégique pour le monde, que nous également nous puissions en profiter. Alors ne nous contredisons pas. Maintenant allons dans le fond, sur la question de fond. Qu'est-ce que la RDC offre? Là j'ai beaucoup de choses à dire. Allez-y. Je pose une question sur la question de la SADC. Je ne vais pas revenir. Dans le rapport, il n'y a pas de problème de cohabitation des organisations sous-régionales. Les instruments juridiques ont déjà classifié ces problèmes-là. Je suis d'avis, et je le répète depuis 8 ans, que la RDC ne peut pas embrasser chaque invitation d'une communauté sous-régionale. On n'en a pas besoin. Cela doit être défini selon notre politique et selon la stratégie. On doit adhérer dans une organisation selon un agenda précis. Je préférerais qu'on aille dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est pour des raisons, par exemple, économiques. On est autour, avec un marché, des gens qui ont fait appel à la RDC parce qu'ils savent que dans les jours à venir, si nous osons ouvrir, mettre sur pied le port en eau profonde de Banana, c'est un corridor important qui peut servir le grand marché commercial. La Zambie, la Tanzanie et les autres qui aujourd'hui sont obligés des pays gros passer par l'océan pour le flux commercial. Ça veut dire que la RDC peut se positionner favorablement et gagner beaucoup plus et élargir son marché. Mais tout dépendra encore de la politique interne. Là encore, il y a deux choses à dire. Je préfère qu'on reste dans la SADC pour l'approche diplomatique et politique. C'est une organisation qui nous a déjà porté des fruits depuis toujours et j'estime que moi je crois à la SADC parce que c'est parmi les seules organisations où on a des résultats sur la table. Et sur ça, prendre la direction de la SADC, je ne vois pas des inconvénients moi. Au contraire, je pense plutôt que cette fois-là, faisons un effort aussi en sourdine. Je vais encore élever un élément que Madame a évoqué ici. Oui. Combien de chefs d'État sont venus? Vous savez, on peut être dans une organisation sous-régionale, mais n'est pas gérer le rapport entre États peut être source de friction. Vous savez ce qui nous a posé de problème dans la trilogie entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda? On voulait mettre les deux nations autour d'une table alors que c'était deux nations avec beaucoup de différends. Finalement, on s'est brûlé les ailes. Et en fin de compte, pour des raisons d'intérêt, je répète toujours, quand il s'agit des questions d'intérêt, l'Ouganda ne sera jamais pour la RDC. Parce qu'il y a des affinités entre les deux États. Ce qui fait que finalement, ce que nous, on n'a pas pu faire,
Le Rwanda a trouvé un terrain d'entente avec l'Ouganda et ils se sont ligués contre nous. Ce n'est pas parce qu'on est dans une organisation sous-régionale, tout dépend également de l'efficacité des acteurs, l'efficacité dans la diplomatie, dans le lobby, pour faire fédérer les organisations. Ce n'est pas parce qu'on est président qu'on dit, ce n'est pas de la dictature. C'est une dynamique, on propose un projet, il y a des différentes commissions qui y travaillent, et faire en sorte que notre voix soit portée, faire en sorte que notre voix soit entendue en interne, mobiliser les gens. C'est ça le travail de la diplomatie. Il ne faudra pas croire que c'est facile. On adhère, on est président, et puis on impose les choses. C'est pas ça, ça ne marche pas comme ça. Alors, donc ici, oui. discutons des questions internes. L'efficacité de la politique, l'efficacité des arguments diplomatiques de la RDC, là on fera un débat utile. Si on va dans la forme, on se perd. Alors Isaac va placer un mot avant de passer à notre sujet. Isaac Ngwenza, est-ce que faudrait-il poursuivre avec les lobbies, comme a soulevé Diana? Bon, je pense que par rapport à l'accession du président Félix Tshisekedi à la SADC, et c'est que j'ai entendu de Christella, le thème, ça n'a rien à voir avec la sécurité. Ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire. En tout cas pour moi, Congolais. Nous avons Inga, nous avons tout, on peut tout offrir comme vous voulez. Mais le problème que le Congolais veut maintenant, et que les Congolais plutôt veulent maintenant, c'est la paix à l'Est. Si le chef de l'État peut accéder à une force, à une structure régionale, maintenant une diplomatie qui pourra nous apporter la paix à l'Est, moi je soutiens. Il faut espérer avec la SADC, comme a dit Mike Grandidian. Maintenant je vais vous choquer. Malawi ne fait pas partie de la SADC. Tanzanie ne fait pas partie de la SADC. Afrique du Sud ne fait pas partie de la SADC. Pourquoi j'ai cité ces trois pays? Parce que ce sont les contingents onusiens qu'on appelle FIB, Force Intervention Brigade, la MONUSCO. Ils sont là depuis des années. Non, mais il va revenir sous autre forme. Attends, j'arrive. C'est beau. Quand moi j'ai dit ici que le pays est sous un complot international, je veux dire à mon ami Gardi ici, quand il dit il faut un lobbying, diplomatie et tout là, vous pensez que les 4 années que Tshisekedi au pouvoir, ils n'ont pas fait ça? Vous pensez? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Il faut un lobby spécial. Attendez. Parce qu'avant même que l'UDPS accède au pouvoir, ils savaient, tout le monde le dit comme mon co-débatteur ici, que le Rwanda n'est qu'une marionnette. Derrière le Rwanda, il faut négocier avec cela. Vous pensez que la RDC ne l'a pas fait, même régime de Kabila, vous pensez, pendant 18 ans, ils étaient tous bêtes? Je ne pense pas. Madame, je ne pense pas. Ce que je soutiens, ce qui est vrai, c'est que Diana dit, c'est ce que je crois. Qu'avec tout ce que le pays a de minéraux, actuellement, le monde a besoin de voitures électriques qui doivent être fabriquées avec de batteries, avec le cobalt et tout ce qu'on a ici. Ça, c'est l'élément capital. C'est ce qui nous a amené la guerre. Ils ne veulent pas obtenir ces minéraux de manière officielle. C'est ça le vrai problème. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut mener une diplomatie miraculeuse qui doit mettre fin à la guerre de l'Est. Alors je reviens à la même question. Est-ce que, parce que vous dites qu'il y a un intérêt de combattre, la guerre sera interminable? Je reviens à la même question. Écoutez, tout ce qui a un début a une fin, c'est ce que je crois. Mais je veux dire... Spirituellement. Non, même physiquement. Même la guerre de... Estime aussi qu'il faut mettre en contribution nos génies. Même la guerre des 100 ans... C'est vrai que c'est la phrase de Paloukou, mais même la guerre des 100 ans a pris fin. Même, je ne sais pas, la guerre de 80 jours. Il y a tout ce qui est une guerre a un commencement et une fin. Ça prendra fin un jour. Mais peut-être pas de la manière dont nous pensons. Moi, ce que je crois, le frère Gardi a parlé de 1892 avec la conférence de Hollande. Je parlais d'Amsterdam. Amsterdam, c'est exactement Hollande. Hein. Moi, je peux remonter encore à Berlin. Avant même, 3 ans avant Berlin, on a appelé notre pays Association internationale du Congo. C'est-à-dire, c'est un bien communautaire, c'est à nous tous. C'est ça le vrai problème. Lorsqu'on ne comprend pas ça, on peut mener... Je vais vous dire une chose, c'est choquant. Dans la colonisation. Attendez, Gisèle, écoutez. L'indépendance. Écoutez, Gisèle, écoutez. C'est que le frère Gardi dit est très capital. Regardez, les FDLR, c'est juste un cheval de Troie du Rwanda.
juste une manœuvre pour distraire les gens. La vérité, on peut aujourd'hui délocaliser les FDLR. Qu'ils viennent à Kinshasa, ils vont toujours créer des problèmes. À Brazzaville, il y a des FDLR. Pourquoi ils ne mènent pas la guerre avec Congo-Brazza? On peut même les délocaliser parmi les solutions qu'on peut proposer au Rwanda. Mais le vrai problème, ce n'est pas ça. Les Rwandais n'est qu'une marionnette. Et la vérité, c'est derrière le Rwanda, il y a de grandes puissances, des multinationales comme Diana a développé. Ça, je soutiens. Mais là que je ne pense pas qu'une diplomatie qu'aujourd'hui le gouvernement puisse amener à avoir la paix à l'Est. Avec le régime Kabila, 18 ans de diplomatie, vous allez dire qu'ils ont échoué. Donc pendant 18 ans. Félix Tshisekedi arrive, regardez si aujourd'hui l'Est brûle encore. C'est à cause d'une déclaration que le président Félix Tshisekedi a faite quand il a accédé au pouvoir en 2019. Ah bon, il parabène, il dit trop c'est trop. La guerre à l'Est doit s'arrêter. S'il faut même laisser ma peau pour que la paix revienne, je le ferai. Et ça embrasé. Et il a cru peut-être mener une bonne politique diplomatique avec le Rwanda. Or, le problème, c'est pas le Rwanda, c'est ça le vrai problème. Kagame est venu ici au stade de Martyr, il a été acclamé, Kagame, tout. Tu sais, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Un matin, par un coup de bâton magique, soutient le M23 pour déstabiliser le pays à une des élections. Vous voyez, les problèmes que nous avons dans notre pays, moi j'ai toujours dit, je ne crois pas la solution diplomatique, 23 ans, rien. L'année prochaine, ça sera la même chose. Le vrai problème, c'est quoi? Vous voyez, aujourd'hui, hein, on peut appeler l'armée russe, ou bien armée, je ne sais pas moi, n'importe quelle armée que vous voulez, l'armée que vous considérez la plus forte du monde, à envoyer cette armée à l'Est. Il y aura peut-être une trêve, mais ça ne va pas terminer le conflit là. Le problème, c'est ailleurs, et je le dis, je ne pourrai jamais le dire à la télé, ni à la radio. Le vrai problème, les vrais enjeux de la guerre. Moi, j'ai eu à lire certains documents en anglais des Nations Unies. Si nous ne trouvons pas la tête du serpent dans ce conflit, ça fera 30 ans, minimum 30 ans, avant que la mission des Nations Unies se retire ici. Vous parlez des multinationales, ils travaillent comment? Pourquoi le Conseil de sécurité n'accepte pas ou accepte difficilement la diminution des casques bleus? Pour quelle raison? Aujourd'hui, plus de 13 000 à l'Est. Il y a des résolutions qui se sont succédées, donnant même au casque bleu le pouvoir ou le mandat plutôt de mener des opérations, même unilatérales contre les groupes armés quand la population est en danger. Ils ne les font pas. Mais les textes sont là. Voilà le vrai problème que nous avons dans notre pays. Si vous ne comprenez... Chez nous, on dit, quand vous voyez un serpent, avant de le tuer, il faut repérer la tête. Peu importe la longueur du serpent, quand vous détruisez sa tête, c'est tous les serpents que vous aurez détruits. La guerre de l'Est est comme un serpent à plusieurs têtes. Merci Isaac, merci Isaac. Je vais chuter en disant ceci. Parce que c'est ça le vrai problème. Moi, je l'ai toujours dit et je réitère encore. Je réitère pour affirmer qu'on peut dire le Rwanda est un lobby. Ce n'est même pas ça. C'est-à-dire, on ne veut tout simplement, on ne veut tout simplement pas nous aider. Je le dis que le pays est sous un complot international. Merci Isaac. Nous passons à notre sujet, liberté provisoire accordée à François Beya pour des raisons de santé. Christella Kiakouba, liberté provisoire, on peut dire que c'est déjà l'acquittement, parce qu'on a vu avec les autres camérés et les autres libertés provisoires qui sont jusque-là, les Willy Bakongo et consorts. On peut dire que c'est déjà l'acquittement et que ça devient une habitude quand on est en prison, c'est la maladie, après liberté provisoire. Je voulais quand même revenir sur le premier sujet.
Mais comme on nous parle du temps, en fait, je voulais quand même poser cette question. Permettez-moi de prendre 2 minutes pour poser cette question. J'ai entendu ici les gens parler de la diplomatie. Je vais quand même rappeler aussi que la diplomatie est l'un des éléments de la politique extérieure, du triangle de la politique extérieure d'un État. Dans le triangle, nous avons l'armée. Dans le triangle, nous avons le renseignement. Dans le triangle, nous avons la diplomatie qui vient en 3e position. Nous avons et l'économie qui est aujourd'hui un élément de taille, un élément très, très, très capital quand on parle d'un État. Mais d'un autre côté, on parle de la diplomatie, on nous parle de la diplomatie, qu'on a besoin de la SADC, on a besoin de la SADC, une table de plus pour aller parler RDC, pour aller dire aux autres que nous avons besoin de leur soutien, que nous sommes prêts à négocier avec le multinational. Nous-mêmes sommes passés par les autres, parce que nous connaissons tous que la guerre de la RDC, c'est entre autres aussi nos richesses qui posent problème en fait, nos richesses qui sont enviées par les autres, mais les autres ne veulent pas entrer par la grande porte ou par la bonne porte. Mais je me pose la question quand on dit qu'on parle plus des autres, que les autres vont nous aider, mais qu'est-ce qui manque que nous-mêmes nous aidions? J'ai comme l'impression que nous-mêmes, nous ne faisons rien du tout. Les gens parlent de l'EAC, les gens parlent de la SADC, les gens parlent des Nations Unies, les gens parlent, je dirais même que moi, je vais encore parler de tout le voyage qu'a effectué le chef de l'État pour aller chercher la place de la RDC dans le concert des nations. Mais le dernier vote pour l'embargo des armes, eux, ils ne parlent pas de l'embargo, ils parlent de la... Eux, ils parlent de l'information préalable avant d'obtenir les armes. Ce vote-là a été très révélateur. Le chef de l'État a fait combien de fois les États-Unis depuis qu'il a pris son pouvoir en 2019? Le chef de l'État a fait combien de fois la France? Le chef de l'État, qu'est-ce que nous n'avons pas donné à Mike Hammer comme l'ambassadeur le plus puissant de notre République? Très bien, Christelle. Alors, le résultat, ce sont toujours ces pays-là qui ne se rangent pas derrière nous. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Comment nous nous organisons, nous? Qu'est-ce que nous en... Non, il ne suffit pas d'aller dans la table des négociations. Il ne suffit pas d'assurer la présidence d'une organisation régionale ou sous-régionale. Mais qu'est-ce que nous emmenons sur la table des négociations? Quelle force avons-nous pour que le peu, bien que nous... Voilà, nous passons à un deuxième sujet. Très bien, Christella. Deuxième sujet, c'est François Beya, l'ancien conseiller en matière de sécurité du chef d'État, libre provisoirement, pour des raisons de santé. Et vous m'avez posé la question, nous avons vu avec tout ce qui s'est passé avec les autres, avec Vital Kamerhe, avec Eteni, c'est déjà un acquittement. Comme étudiante en droit, j'avais déjà balayé cette affirmation parce que le mot a un sens en droit. Le mot a un sens. Je ne peux pas parler de l'acquittement alors que je vois noir sur blanc qu'il s'agit d'une liberté provisoire. Mais nous voyons ce qui s'est passé avec les autres. Ils sont toujours malades en prison. Effectivement, après, comme nous devons toujours nous servir de l'histoire. D'ailleurs, c'est ça l'importance, la quintessence de l'histoire. Voir ce qui s'est passé au passé. Comment faire aujourd'hui pour que le futur soit meilleur? Nous avons vu Eteni qui est sorti en liberté provisoire, qui aujourd'hui qui se pavane, qui, je pense même, qui n'est plus malade. Qui n'est plus malade. Nous avons vu Kamerhe notamment, qui n'est plus malade. Qui est adulé aujourd'hui avec toutes les photos que nous avons vues sur la toile lors de la fête de la fille aînée du président de la République. Et nous avons également vu hier que François Beya, moi je me pose même la question, et je ne me pose pas la question, je dirais même que j'attends également la libération de colonel Lili, parce qu'on ne peut pas libérer le principal et laisser les gens qui sont derrière en fait. On a rejeté toutes leurs demandes de liberté. Non, mais on avait dit pour manque de preuves. J'attends qu'ils fournissent leurs preuves pour qu'ils soient également libérés provisoirement, de la même manière que François Beya, qui est le principal, qui est l'acteur principal de ces dossiers. Moi, je pense que c'était d'ailleurs, ça intervient en retard. Nous savons tous que nous connaissons François Beya. Nous connaissons la force qu'a François Beya pour son carnet d'adresses sur le plan international. Nous savons qu'il ne peut jamais fuir pour quoi que ce soit. Sa fuite n'était pas à craindre. Je me pose même la question pourquoi ça intervient maintenant. Ça devrait normalement intervenir bien avant parce que François Beya, parmi les conditions pour accorder une liberté provisoire à un détenu, c'est entre autres aussi la fuite. Sa fuite n'était pas à craindre. Nous avons fait passer beaucoup de temps, mais
question principale qui reste, pour quelqu'un quand même qu'on a accusé des coups d'État, n'est-ce pas que facile quand même? N'est-ce pas que facile? Nous allons parler du coup d'État aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, même dans de grandes puissances, même dans de puissances dites démocratiques, qui nous enseignent la démocratie. Quand on sent que la sûreté de l'État est menacée, on agit avec puissance contre la personne qui menace. Alors Magadi, les gens s'interrogent, pourquoi seulement les proches de Félix, on voit un peu qu'il y a un problème, ces proches qui sont arrêtés en prison, liberté provisoire, problème de santé. Pourquoi seulement l'entourage du chef? Il y a un problème, hein? Je ne sais pas répondre à cette question-là, malheureusement. Le pourquoi, c'est pas un constat que moi j'ai fait. Je ne sais pas répondre à pourquoi seulement l'entourage. Mais les autres l'ont fait. Malheureusement, moi je ne suis pas quelqu'un qui accepte des choses. Quand je ne sais pas dire quelque chose, je le dis ouvertement. Maintenant, sur la question de François Béat, c'est vrai, depuis le début, moi j'ai eu à le dire. On s'est beaucoup réservé au regard du caractère un peu délicat de cette affaire. Mais cependant, il y a eu un petit souci, c'est que, comme d'habitude, on a médiatisé une affaire sur base des intentions de culpabilité. On en a fait une affaire d'État. Or, la notion de droit, c'est que c'est à celui qui accuse de pouvoir apporter les preuves. Je le dis, les amis qui savent d'habitude, ça fait des années, je dis, cette affaire-là, je connais comment ça va finir. On arrivera à un certain moment, on aura l'insuffisance des éléments matériels pour justifier ce qu'on a accusé. Et malheureusement, c'est devenu un process. On commencera liberté provisoire, et puis après, déliquescence de l'affaire, et puis on va... Non, pas acquittement. Les avocats appellent ça le pourrissement de l'affaire. On va faire pourrir l'affaire jusqu'à ce que l'affaire sera classée, et puis on va oublier. Malheureusement. Dans le fond du dossier, je n'ai plus grand commentaire à faire. Je crois qu'on a déjà discuté sur ces questions-là. Dans la forme, on se rend compte que finalement, on a médiatisé une affaire sans pour autant laisser la phase d'instruction être poursuivie convenablement, parce que c'est une question de sûreté de l'État. La phase d'instruction est un élément essentiel et basique. Dès lors qu'on sait avoir des éléments suffisants dans la dimension, dans la phase d'instruction, c'est alors qu'on peut instruire convenablement un dossier d'une telle ampleur. Vouloir à tout moment aller par le média, faire des affaires, des simples intentions, des affaires d'État, ça devient un petit problème. Mais bon, moi je crois qu'on est parti pour finalement voir cette affaire pourrir et puis on va le classer. Alors, j'allais Isaac revenir Mwenza, un peu, oui. mais malheureusement c'est... On n'a plus le temps. Isaac Mwenza, on peut dire, certains disent que c'est seulement Eddie Capend qui a pu rester en prison 20 ans durant sans pour autant avoir de problèmes de santé. Il est un extraterrestre. En fait, par rapport à ces libérations, acquittement ou liberté provisoire, et après la personne peut voyager et s'enfuir et tout là, je vais conclure seulement en disant ou en rappelant un principe juridique qui dit la politique influe sur le droit. C'est choquant d'affirmer ça. Parce que la politique influe sur le droit. Parce que le problème que nous avons dans notre pays, c'est un problème du système judiciaire congolais. Il faut procéder aux réformes, aux profondes réformes de notre système judiciaire. Comment pouvez-vous expliquer que nous nous trouvons devant un système judiciaire, un premier ministre ne puisse pas être jugé? Et j'ai suivi le professeur Nyabirungu. C'est un grand professeur en droit, de droit pénal. Et il dit qu'il n'y a aucune cour compétente pour juger Matata Ponyo. Ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut devenir Premier ministre, piller le pays comme on veut, avec certitude et garantie d'impunité. Mais ça, c'est très grave. Il faut qu'on procède aux réformes de notre système judiciaire. Pourquoi le droit prévoit le principe de double degré de juridiction? Ça veut dire que quand un justiciable n'est pas satisfait avec la décision du premier juge, il peut aller à l'appel. Quand il n'est pas satisfait avec la décision de l'appel, il peut aller à la dernière instance, qui est normalement la Cour suprême. Chez nous, c'est scindé en trois: Cour de cassation, Cour constitutionnelle et puis Conseil d'État. C'est quand la Cour de cassation, qui est la dernière instance, donne son arrêt, cet arrêt est juridiquement, scientifiquement inattaquable et sans appel. Mais lorsque on ne trouve pas une juridiction appropriée ou une cour pour juger
personne ou une autorité, ce pays a un problème. Merci Isaac. C'est la fin de notre magazine Kiosque. Pardon. Il n'y a pas de conclusion. Nous sommes arrivés à la fin malheureusement. Merci à Marc Gardi, Diana, merci à Christella Kiakuba, merci à Isaac Ngwenza, merci à Junior Kassanda qui était du côté de la technique et merci au producteur Doudou Montiri. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir. 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 À la même heure. Au revoir.